Mes amis, merci d'être venus à ce que nous avons nommé le printemps des Néerlandais. Alors je vous dis tout de suite, cette réunion, ce rassemblement, qui a pour nous vocation à être annuel, évidemment par la qualité est consacrée aux européennes de cette fois-ci. Donc c'est pas dans mon cerveau que je touche, ça va. Une réunion qui est ouverte, évidemment, qui rassemble nos militants, nos adhérents, mais pas que, aussi nos amis, nos sympathisants, nos alliés. Et je voudrais saluer la présence d'un certain nombre d'entre vous à ce titre aujourd'hui. Réunion sur les européennes. Nous avons une journée festive, ensuite, qui suivra, mais d'abord une réunion sur les européennes, et pour faire entendre la voix de la liste LR menée par M. Bellamy. Nous avons eu le plaisir, et je veux dire que je le remercie beaucoup, d'être venu soutenir notre petite fédération des langues et d'avoir répondu présent à notre demande. Merci beaucoup. Jean-Pierre Audy, que je vais vous présenter. Jean-Pierre Audy a été député européen de 2005 à 2014. Est-ce que quelqu'un peut le régler, ce micro-là? Ou alors je parle tout seul. Là, c'est mieux là? C'est mieux là? Voilà. Jean-Pierre a été député européen de 2005 à 2014, membre des Républicains et succédant a pris son feu en juin 2005, réélu en juin 2009, président de la délégation française au sein du groupe Le Parti populaire européen, de février 2010 à juin 2014, conseiller municipal de Meymac, de mars 1977 à mai 2020, conseiller général de Corrèze, canton de Meymac, de mars 2008 à mars 2015. Je précise que tu étais dans l'opposition, dans le conseil aujourd'hui départemental, qui était présidé par M. François Hollande. Voilà, ça nous rapproche un peu de la configuration hollandaise. D'autres mandats. Alors d'autres mandats, pourquoi? Parce que je cherchais quand même quelques points communs avec Jean-Pierre, et d'autres mandats qui sont d'avoir présidé le conseil régional de l'ordre des experts comptables. Je vous rassure, c'est pas le point commun, je ne suis pas expert comptable. Par contre, président de la CCI de Tulle et Ussel et président de la CCI de région Limousin, Poitou, Charente, ce qui me rapproche de mes précédents mandats consulaires aussi. Voilà, je te remercie 100 fois au nom de tous les membres de LR et de l'organisation de la Fédération. Juste avant de passer la parole à Arnaud, notre secrétaire départemental, qui va animer cette table ronde sur les européennes et sur la liste, et sur les intentions et les programmes défendus par M. Bellamy. Je voulais, pour cette journée, remercier en particulier nos permanents, M. Da Silva, M. Michel Guillemin et Nadine Da Silva. Sans eux, c'était pas possible. Merci aussi aux propriétaires ici qui nous accueillent et qui ont bien voulu privatiser pour la journée le lieu qui, je l'espère, vous enchantera comme il m'a déjà enchanté. J'ai de très bons souvenirs, j'y ai fait ma première réunion législative ici, grâce à Béatrice qui était ma suppléante à l'époque. Et merci à tous, et je passe la parole à Arnaud Tozan. Je serai très court. Je voudrais saluer la présence du maire de Dax et de son adjoint, collègue conseiller régional Guillaume Lossu. Merci d'être présent avec nous. Saluer la présence de notre maire adjoint de Saint-Pierre-du-Mont, un nouveau vice-président à l'Aglo du Marsan. Il va se lever. C'est grâce à lui qu'il y a eu la bascule en partie à la majorité à l'Aglo du Marsan. Nos deux adjointes de Mont-de-Marsan, Marie-Christine Arambat, qui est aussi vice-présidente de l'Aglo du Marsan, et Nathalie Gass, adjointe à Mont-de-Marsan.
pour ceux qui croyaient qu'il n'y avait que des élus socialistes dans les départements. Voilà, il y a quelques élus de droite et nous avons ici Régine Pastet, qui est maire adjointe à Pouillon. Je vais vous expliquer juste comment ça marche. Jean-Pierre nous fait la joie d'être présent. Il a une grande expérience des mécanismes européens. Et donc, il va présenter rapidement la vision du programme et pourquoi il faut voter pour François-Xavier Bellamy. Et derrière, on a prévu 1 heure de questions-réponses avec vous. Parce qu'en fait, adhérer à un parti, c'est avoir la possibilité de s'exprimer, d'essayer d'avoir des réponses, de pousser des coups de gueule. Bref, c'est une plus. Jean-Pierre, merci beaucoup. Tu as donc subi François Hollande comme président du Conseil général et tu viens de me dire quel dommage qu'il ne faut pas rester là-bas. Ça nous aurait évité de l'avoir comme président de la République et d'avoir Emmanuel Macron ministre de l'économie. Je te passe la parole. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Je pense qu'il va falloir que tu te lèves. Et après, on passera en clôture aussi la parole à Béatrice qui est candidate sur la liste. Merci beaucoup, cher Arnaud. Je crois qu'on peut l'applaudir, notre secrétaire départemental. Ce que je vous propose, c'est que je fais une brève présentation des choses, on va faire un échange ensemble, et ensuite, je voudrais vous dire en conclusion, si vous permettez, président et cher Arnaud, faire quelques considérations plus générales mais après la question de la partie question-réponse. Merci. Alors, le maire de Dax, il est pas. Ah, il est là, monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre bonne commune. Et ne m'envoyez pas, c'est la première fois que je viens à Dax. Ne m'envoyez pas, mais je comprends mieux en arrivant pourquoi les Anglais ou les Espagnols se sont battus pour conquérir cet endroit tellement c'est beau. Et vraiment, je suis très très heureux de ton invitation, cher président. Cher Arnaud, merci. On a beaucoup de contacts tous les deux. Et on s'est beaucoup téléphoné, on ne se connaissait pas. Et je ressens chez Arnaud, il y a quelque chose de Chirac chez Arnaud. Il est très proche des personnes. Évidemment, il aime la politique, comme beaucoup d'entre nous. Mais au final, quand il est dans sa commune, qu'il a remporté, il est attentif aux gens, quelles que soient les convictions politiques. Il est vraiment formidable. Béatrice, bravo, elle s'engage, Béatrice. C'est un premier engagement. Et je suis très heureux de faire sa connaissance. Là aussi, on s'est échangé ensemble. Nous avons toujours fait campagne avec les centristes. Hervé Morin est un homme d'une exceptionnelle qualité. À l'époque, je faisais campagne avec Sophie Oconi, et donc avec qui j'ai gardé de bonnes relations. Et c'est vraiment une joie que d'avoir ce contact. Je suis heureux de retrouver mon ami Christophe Cluzel, qui était au Parlement européen un acteur avec tous les parlementaires. Voilà. Je vous apporte le salut que j'ai de François-Xavier Bellamy, que j'ai eu. Également Christophe Gomard et Céline, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, dis-leur bien combien on regrette de ne pas être là. Ils m'ont confié la lourde tâche de parler de tous ces sujets avec vous pour essayer de vous convaincre de pas, comment vous expliquer, d'accepter dans cette campagne de passer du statut d'adhérent ou sympathisant au statut de militant. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui qu'on fasse de la politique avec les familles, les amis, la famille, les amis, de discuter, de dire qu'est-ce qu'on va voter et d'éclairer le vote final qui doit se faire avec la raison et son cœur, et non pas de dire les politiques nous fait quoi, on va voter Rassemblement National. C'est pas ça la politique. La politique, c'est des convictions, bien sûr il y a des partis, mais ce qu'il faut regarder d'abord, c'est les idées. Et donc c'est un petit peu ça que je voudrais aborder, où je vous expliquerai en conclusion les grands enjeux tels qu'on peut les ressortir à ce stade de la campagne.
Et je voudrais vous dire ici à Dax un ressenti très personnel que j'ai et que nous avions, quand j'étais parlementaire avec Alain Lamassoure, combattu sur le sujet de la corrida. Je voudrais vous en dire un mot parce qu'il se trouve que, grâce à mon père, qui à l'époque de Franco nous avait acheté une maison en Catalogne, j'allais très souvent dans la corrida. Non pas que je suis un spécialiste, je vais vous en parler naïvement, mais je suis fasciné par ce moment particulier. Et j'ai souvent emmené les enfants de la famille, et je trouve qu'il y a un danger par rapport à certains candidats sur les sujets européens. Et pour moi, c'est un moment très particulier de voir. Pour moi, ce n'est pas un spectacle. C'est une sorte d'œuvre d'art dans laquelle vous avez successivement l'obscurité, dans laquelle on maintient le taureau au moment de sa naissance, sa vie qui est formée de souffrance et de réussite, avec les petites souffrances, les grosses souffrances, et à la fin la mort. Et la mort, elle est liée à quoi? Elle est liée à la manipulation. La manipulation d'un combat entre une bête et l'être humain, c'est-à-dire entre la force et la sagesse. Et cette force et sagesse qui est entourée d'une beauté extraordinaire, c'est pour moi beaucoup de force. Et je voulais dire aujourd'hui, je crois que ces moments où il y a des formes de violence, disons-le, il faut que ce soit encadré dans quelque chose de particulier qu'il faut absolument conserver. Je vous le dis du fond de mon cœur, moi je trouve qu'il y a à la fois des sensations et j'espère que les candidats qui seront élus défendront cette tradition, parce que moi-même j'y suis extrêmement sensible. Je voudrais vous dire maintenant sur le bilan. Nous avons un candidat. D'abord, un petit mot sur l'Union européenne, qui n'est pas d'ambiguïté. L'Union européenne, ce n'est pas une instance politique qui est au-dessus des États membres. Qu'on se comprenne bien. C'est bien les États membres qui ont une structure d'exercice en commun de compétences qu'ils ont librement décidé de confier à l'Union européenne selon leur procédure constitutionnelle. Si je devais faire une comparaison avec tous les élus, que je salue, les maires, les adjoints au maire, les conseillers régionaux, je comparais ça à une Comcom. L'Union européenne, c'est comme une Comcom. On délègue des compétences, mais l'Union européenne est en subordination des États. Il ne faut pas se tromper d'ordre juridique et politique. Et chaque citoyen, vous regardez sur votre passeport, vous avez deux citoyennetés. Une citoyenneté pour laquelle vous élisez une démocratie représentative du Parlement national et une citoyenneté européenne qui est en construction pour laquelle vous élisez un Parlement européen. C'est le seul endroit du monde, le seul, où des États confient à une instance politique au service des États qui soit supranationale. Il y a des expérimentations au Mercosur, en Asie du Sud-Est, en Afrique, mais toutes ces expérimentations sont intergouvernementales. C'est les gouvernements qui décident. Les citoyens n'ont pas de droit de parole. Nous, dans l'Union européenne, nous construisons une union, mais les citoyens ont leur droit démocratique de nommer des représentants qui sont à égalité avec les gouvernements pour décider des textes qui ensuite s'appliqueront seulement sur les compétences qui ont été déléguées. Et c'est bien une divergence avec d'autres candidats où nous considérons que l'Union européenne doit rester à sa place, sans doute faire moins de choses mais les faire mieux, plutôt que de sans arrêt toucher à tout. Alors aujourd'hui, quel est notre bilan? Le bilan, c'est que François-Xavier Bellamy, avec sa délégation, ont beaucoup travaillé. D'autres députés ne font rien. Au Rassemblement national, ils ne sont jamais présents. Ils ne votent pas, ou peu, ou de manière contradictoire. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, le budget Frontex. Frontex, c'est une agence qui s'occupe des frontières extérieures. C'est important. Nous faisons des propositions concrètes. On veut des murs, on veut des frontières extérieures qui nous protègent par rapport aux grands flux
de migration climatique ou économique qui était prévisible. Hein, les révolutions arabes des rives sud de la Méditerranée, elles étaient, alors ça a été un moment politique assez brutal, mais tous les grands mouvements migratoires climatiques, économiques ou politiques étaient prévisibles. L'Union européenne a failli. Nous proposons de protéger nos frontières. L'Assemblée nationale a voté contre l'évolution du budget de Frontex. Les Américains mettent 30 milliards de dollars pour protéger leurs frontières extérieures par an. Et dès que l'Union européenne doit mettre 150 millions d'euros pour acheter un demi-hélicoptère, c'est toute une comédie. Donc là, il faut vraiment que l'on puisse regarder où sont les bonnes lignes politiques et les vols. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, l'Assemblée nationale s'abstient. Sur l'excédent budgétaire, il vote contre. Chaque année, l'Union européenne a un excédent budgétaire qui doit être reversé aux États membres. Nous proposons qu'il soit gardé à l'Union européenne. Le Assemblée nationale vote contre. L'unité avec la Russie. Voter contre la réforme du marché européen d'électricité dont nous avons demandé l'évolution. Sur la politique agricole commune, contre en 2019, pour en 2021. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est leur position. En vérité, il y a des formes d'ambiguïté. Du côté de Renaissance, on voit aussi des votes qui sont moins incohérents que l'Assemblée nationale, mais, j'y reviendrai dans mon mot de conclusion, qui montrent à chaque fois une évolution fédéraliste pour laquelle nous considérons qu'il y a une évolution qui est dangereuse pour la France. L'emprunt européen, on ne sait pas comment ce sera remboursé. Merci beaucoup, monsieur le maire. L'emprunt européen, comment tout cela sera remboursé. Les listes transnationales. Emmanuel Macron a proposé des listes transnationales. Nous y sommes opposés. Nous, aux Républicains et aux centristes, nous considérons que ce sont les États membres qui doivent tenir en subordination l'Union européenne au service des États, et que ce soit les citoyens français qui élisent leurs députés, et non pas un Allemand qui va voter pour savoir s'il faut mettre un député en France et qui il va choisir. Nous sommes opposés à ces listes transnationales qui sont des évolutions supplémentaires pour le fédéralisme. La primauté du droit européen, nous y sommes opposés. On ne peut pas accepter que ce soit le droit européen qui prime sur le droit national. Évidemment, sauf sur les compétences qui ont été déléguées à l'Union européenne. Si vous avez une compétence qui est déléguée à l'Union européenne, évidemment qu'il faut une coordination, il faut que le droit européen, sur ces compétences déléguées, prime. On ne peut pas imaginer qu'on confie une délégation, on fixe des bases juridiques, et qu'ensuite un État passe une loi qui contrarie les bases juridiques de cette délégation. Donc, sauf le droit. Mais sur Renaissance, ils acceptent une primauté du droit européen. Pour nous, c'est inacceptable. Bref, tous les dossiers montrent qu'il y a une évolution qui me paraît très préjudiciable pour la France. Après, sur des dossiers sectoriels, la stratégie de décroissance agricole qui a été portée par Pascal Canfin, qui a porté à Renaissance, nous paraît une folie inouïe pour le secteur de l'agriculture. La fin des voitures thermiques, c'est une idiotie scientifique que d'aller proposer le 100% électrique sans avoir l'accord des industriels, des ingénieurs qui nous disent que le 100% électrique, ça va poser beaucoup de problèmes. On ne peut pas tout d'un coup, brutalement, imposer sans l'accord des industriels et des scientifiques. Bref, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels, dans la ligne générale, nous sommes très réservés. Et puis, il y a eu des points particuliers. Vous avez suivi dans la presse ce que François-Xavier, courageusement, a fait sur la campagne publicitaire du Conseil de l'Europe sur la liberté dans le hijab. François-Xavier a déposé un amendement pour interdire à la Commission européenne de financer de telles communications. Finalement, il a réussi. Il a réussi, mais de peu. 308 voix pour, 280 contre. La Renaissance a voté contre cet amendement. Donc il faut quand même que chacun assume ses positions. Et contre le nucléaire, Renaissance contre la protection des frontières. C'était M. Séjourné, qui aujourd'hui est ministre des Affaires étrangères, qui était
président de la délégation à la place de Mme Ayoub. Donc voilà pour les éléments de programme. Nous souhaitons une Union européenne des résultats concrets. Nous souhaitons que l'Union européenne se concentre sur l'essentiel. Nous souhaitons que la France redevienne un maillon fort à l'intérieur de l'Union européenne, que nous balayions devant notre porte et que nous redressions là-bas. Nous souhaitons du réalisme, de la vérité, de la lucidité, de la volonté. Nous pensons que l'Union européenne n'est pas un problème, mais que c'est une solution, et que l'Union européenne doit rester à sa place. Voilà une présentation générale. Chers amis, je voudrais qu'Arnaud maintenant pose les questions que vous avez, et puis si vous le permettez, à la fin, après que Béatrice puisse s'exprimer, je vous dirai un mot de conclusion politique un peu plus générale. Je vous remercie Arnaud, je te redonne la parole. Écoutez, c'est très simple. Y a-t-il une première question? Bernard. Alors, levez-vous et parlez fort, parce qu'on n'a qu'un micro. Juste ça, une idée sur les positions sur la défense européenne. M. Macron, quelle est la position de la défense en Europe, de la défense européenne? Bernard, on se le dire, c'est un ancien pilote de l'armée de l'air française. Mon colonel, nous sommes opposés à une armée européenne. À ce stade, les jeunes, dans 20 ans, 25 ans, verront comment, quand ils seront députés européens, comment ils géreront. Nous pensons qu'à ce stade, mais j'y reviendrai de manière plus globale, nous sommes opposés à une armée européenne. Nous pensons que l'Union européenne n'a pas été assez efficace et rapide sur le budgétaire, notamment sur la recherche scientifique, sur les coopérations et sur une sorte de coordination à l'intérieur de l'OTAN. C'est-à-dire que notre défense, à ce stade aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste à ce sujet, je m'empresse de le dire, notre spécialiste c'est le général Gomard, mais qui est numéro 2 sur la liste. Mais nous pensons que notre défense doit être à l'intérieur de l'OTAN et que l'Union européenne a manqué de coordination et surtout d'investissement par rapport à la prévision des grands problèmes géopolitiques dont le chef de l'État est le seul responsable. Et j'ajoute que non seulement lui est le seul responsable, mais son prédécesseur également. Si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, sincèrement, est-ce qu'une seconde, quelqu'un peut penser que le dialogue de Normandie grotesque, le dialogue de Normandie, c'est un dialogue que François Hollande a installé par Merkel pour gérer à 4 le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ils étaient 4, Russie, Ukraine, Allemagne, France. Pourquoi l'Allemagne et la France sont pas Et ce dialogue a duré pendant 7 ans et demi, et au bout de 7 ans et demi, on a eu une guerre. Est-ce que c'est normal? Et donc aujourd'hui, nous dans la défense, nous pensons qu'il faut davantage d'argent sur le réarmement de la France. Il faut qu'on se réarme avec nos industriels, avec évidemment nos armées. Il faut que l'ensemble des pays européens acceptent également de revenir sur un concept militaire, de remettre un peu d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'armées efficaces en Europe. Les Portugais ont une armée. Il faut reprendre une logique des États qui ont leur propre armée et ensuite faire une coordination au sein de l'OTAN. Mais cette histoire de l'armée, nous sommes opposés à cette évolution, encore une fois, fédéraliste de Emmanuel Macron. Alors, on parlait des questions de défense, Jean-Pierre. Je salue Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan, où il y a la plus grande base aérienne de France. Ça me permet de relancer sur la question que tu évoquais de la défense. Le Rafale, le remplaçant du Rafale, est-ce qu'il faut qu'il soit français? Est-ce qu'il faut qu'il soit européen? Est-ce que c'est normal que les Allemands aient acheté des avions américains? Excusez-moi, je pose des questions bêtes, mais... Il n'y a pas de question. Mais ça, c'est pas une question. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas sortir de cette salle avec quelque chose de rentré. Il faut vraiment qu'on se dise les choses. La situation est trop grave.
Donc, la fabrication du matériel militaire, en prenant la précaution que je n'en suis pas un spécialiste, c'est qu'effectivement, il faut que nous ayons, nous les Européens, notre stratégie autonome. Nous, Français, que nous défendions nos positions avec nos industriels. Il faut être naïf avec personne. Personne ne nous fera de cadeau, ni le monde avec l'Union européenne. Et l'Union européenne, nous devons avoir des stratégies en commun par rapport aux Américains. Si M. Trump est élu, moi je ne vois pas comment Biden peut être élu, mais qu'est-ce qui va se passer sur tous ces sujets? Les Américains, vous savez, ont toujours eu des mouvements politiques très forts sur l'autonomie des États-Unis quand il y avait des conflits très graves. Ils interviennent ici ou là, mais le positionnement autonome des États-Unis risque de revenir, il risque de nous toucher sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc nous avons, intérêt à être vraiment solidaires. Sur la question précise du Rafale, bien sûr qu'il faut mettre des fonds européen collectif de recherche scientifique sur tous les grands sujets de matériel militaire, et ensuite qu'il y ait des préférences d'achat de l'ensemble des États européens pour les forces de défense ou d'opérations militaires sur le théâtre extérieur, et qu'on soit cohérent pour l'entretien du matériel, pour ensuite l'efficacité. Bien sûr qu'il faut. Après, les États sont souverains, mais c'est le secteur où il y a des dérogations au droit de la concurrence, donc les achats préférentiels peuvent être faits. Donc bien sûr qu'il faut que nous, les Français, on est toujours en train d'avance, parce que c'est nous qui avons la seule armée de l'Union européenne, avec le seul siège au Conseil de sécurité permanent. Et donc, il faut qu'on continue, nous, d'investir sur nos écoles militaires, nos ingénieurs, nos jeunes, que ça reste une spécificité d'engagement du peuple français sur les sujets militaires. C'est notre intérêt de français. Pardonnez-moi, M. le Président, vous allez saluer, et je suis tellement heureux de vous savoir ici. C'est un honneur. Donc voilà, pour répondre à ta question, il faut vraiment faire des efforts sur les achats préférentiels dans l'Union européenne. Y a-t-il une deuxième question? Dominique. Toujours pareil. Moi j'ai plusieurs questions. Enfin, pour répondre à votre sur la défense, il n'y a pas que les avions. Moi, quand je vois le marché qui atteint les études sur le char de combat, quand je vois les différents pays en Europe qui n'ont pas été d'accord, je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord, surtout avec les Allemands qui nous posent, je pense, énormément de problèmes. Croire que les Allemands sont nos amis, je pense qu'ils sont nos alliés comme les Américains, mais qui défendent d'abord leur industrie. On l'a vu déjà avec pour parler des Chinois, je ne sais pas ce que ce sont dit. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Et ensuite, je voulais savoir au niveau de la Commission européenne, il y a la Commission européenne et il y a le Parlement. C'est vrai qu'on arrive difficilement à savoir qui dirige l'un, l'autre. Je ne sais pas si on est effectivement dans une politique, disons, où on respecte les règles de la démocratie. Parce que la Commission européenne me semble prendre beaucoup d'importance par rapport au Parlement. Alors est-ce qu'on peut nous expliquer, vous qui avez été au sein même du Parlement, vous savez comment ça se passe et comment ça évolue? Voilà, c'est la question que je voudrais savoir. Alors, merci beaucoup pour ces deux questions. Bon, les Allemands défendent leur position. Qui peut leur reprocher? Moi, reprocher, je ne le reproche pas, puisqu'ils défendent nos propres intérêts. Je trouve que nos politiques sont un peu timides et qu'ils ne savent pas faire la même chose en fait. Tout à fait. C'est nos industriels qui défendent l'industrie, parce que quand on voit Dassault au niveau de l'industrie d'armement, c'est Dassault qui défend la position de la France pratiquement. On a l'impression que moi de l'extérieur, j'en fais tout ça. Tout à fait. Le drame du couple franco-allemand, c'est que la présidence de la République française a beaucoup affaibli la France. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'en fait, la France aujourd'hui est très affaiblie parce que, premièrement, elle est mal gouvernée, elle fait des dettes qui sont inefficaces, on a de plus en plus de dettes et il n'y a rien qui marche.
l'éducation, la défense, la sécurité, et ainsi de suite. Donc en fait, l'affaiblissement du couple franco-allemand, et pourtant, l'Allemagne a le plus mauvais chancelier qu'ils ont jamais eu. L'Allemagne est gouvernée par les socialistes, ils ont le plus mauvais chancelier qu'ils aient jamais eu. Et malgré tout, la France est très affaiblie. Pourquoi? Parce qu'on est toujours là en train de vous dire plus d'Europe, des dettes européennes, plus d'États dans le et les Allemands, eux, ils défendent parce qu'ils ont des industriels qui sont extrêmement puissants. Donc nous, il faut que l'on redevienne une puissance française. L'idée générale, c'est que nous souhaitons des Allemands européens, mais on ne veut pas d'Europe allemande. Les choses sont claires. Et donc, dans le couple franco-allemand, il ne s'agit pas que les Allemands dominent les Français, que les Français dominent les Allemands. On doit être à l'égalité dans le cadre d'un idéal européen au service des États, mais on doit défendre nos positions. Et nos positions, c'est au gouvernement, c'est au président de la République de le faire face à des Allemands dont le gouvernement est aujourd'hui très faible et d'ailleurs très en désaccord entre eux. Vous savez, c'est une coalition politique. Nous, les coalitions, on ne sait pas trop faire en France parce qu'on est sur des scrutins majoritaires. Ils ont une coalition pour les socialistes, les Verts et les libéraux, c'est-à-dire le parti de M. Macron. Donc si vous voulez, moi je vous réponds, le problème du dialogue franco-allemand, c'est la faiblesse de la France et c'est la faiblesse du gouvernement et du chef de l'État. Sur la Commission européenne et le Parlement, ce sont deux instances très différentes. Si vous voulez, qui commande, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est le rassemblement de tous les chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État et de gouvernement, ils donnent des grandes orientations politiques, mais ils ne légifèrent pas. La législation, les textes, se font conjointement entre les gouvernements, c'est ce qu'on appelle le Conseil des ministres, sous-entendu, et le Parlement. Il faut que les textes soient approuvés en termes identiques entre les gouvernements et le Parlement. La Commission européenne, c'est un exécutif, c'est une sorte de conseil des ministres. Ils sont nommés, il y en a un par État membre, et ils sont ensuite validés par le Parlement européen. C'est-à-dire que le collège des commissaires, alors d'abord la présidence de la Commission, est proposée par le Conseil européen, et ensuite c'est le Parlement qui accepte ou pas cette proposition. Et chaque État membre nomme un commissaire, l'équivalent d'un ministre, qui a un portefeuille, et ensuite le Parlement européen fait un vote collectif sur l'ensemble Donc la Commission européenne aujourd'hui, c'est pas du tout comme la Commission de l'or d'autrefois, où elle était quasiment très au-dessus sur le plan politique. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'avait pas beaucoup de pouvoir il y a 20 ou 25 ans, parce que c'était des délégués des parlements nationaux qui n'étaient pas élus directement par les citoyens. Aujourd'hui, le Parlement européen, c'est vraiment la démocratie représentative des citoyens et qui est à égalité politique avec les gouvernements. Donc c'est vraiment une puissance considérable. Et les députés européens, c'est vraiment très important. Un député européen de plus au Rassemblement national ne servira à rien. Mais un député de plus au Rassemblement chez les Républicains, c'est très très important. Et donc la Commission européenne aujourd'hui, elle communique. Alors évidemment, c'est un exécutif. C'est comme un ministre ou un Premier ministre, la presse, tout ça, ils ont du pouvoir. Mais un pouvoir qui est dans le cadre des orientations qui sont fixées par les chefs d'État et de gouvernement et dans le cadre des textes qui sont votés par le Parlement. Nous, notre idée, c'est que ces ministres, ces commissaires, ils doivent être en subordination du Parlement. Et c'est un peu ça le drame de l'Union européenne, c'est que si vous avez des politiques faibles ou absents, c'est les fonctionnaires qui prennent le pouvoir. Et il ne faut pas leur en vouloir. Quand la nature a horreur du vide, quand vous êtes absent, le fonctionnaire prend le pouvoir, mais c'est pareil dans une collectivité, c'est pareil partout. Si vous n'avez pas un patron politique qui commande, les fonctionnaires vont faire ce qu'ils veulent. Par exemple, c'est pareil. Si vous avez un pouvoir politique faible, avec des députés qui ne sont pas là, avec des députés qui ne contrôlent pas, parce que dans le Parlement européen, il y a les deux fonctions traditionnelles du Parlement. Voter les bases juridiques et contrôler l'exécutif. Si un Parlement, n'a fait pas son boulot, François-Xavier Bellamy, je peux vous assurer qu'il a fait le boulot.
quand il a vu qu'il y avait cette campagne publicitaire, il a dit j'interdis les financements, il a gagné. Alors que les autres députés, ils étaient pour voter. Donc si vous voulez, la commission, il faut la mettre à sa place. C'est un exécutif qui doit être en subordination du politique. Mais pour ça, il faut élire des députés qui travaillent. Et des députés qui soient en subordination des citoyens. C'est aux citoyens d'avoir la main sur le Parlement. Et pour ça, il faut voter. Je vais voter dans mon vote. Oui, monsieur. Merci. Moi, je voudrais aborder, s'il vous plaît, avoir votre opinion sur le souverainisme de la France. Pour que les choses soient bien claires, j'ai 82 années, en 1958, il y a eu les événements que vous savez, j'étais lycéen à Bordeaux, lycée Montaigne, le général de Gaulle est venu. Il est venu, et moi je suis devenu gaulliste. J'étais gaulliste, je suis toujours gaulliste, je mourrai gaulliste. Pour que les choses soient bien claires, j'ai voté les différents partis qui ont soutenu De Gaulle. Maintenant, il y en a beaucoup qui se réclament de Gaulle, en particulier à gauche. C'est absolument scandaleux, parce qu'il était accusé d'être un dictateur à l'époque, et je parle avec mon cœur à ce moment-là. Donc, gaulliste je suis, et de toute façon, je voterai à l'air, il n'y a aucun problème. Par contre, des hommes de ma génération, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore, avec qui je suis en contact, ont eu une évolution. Il y en a qui sont restés gaullistes. Il y en a qui n'ont plus rien à foutre de la politique, qui sont écœurés. D'autres qui ont été tentés par Macron, ils sont aussi écœurés maintenant. Et puis d'autres qui sont allés, ils n'ont pas voulu aller au Front National, mais ils vont au Rassemblement National. Parce que l'on veuille ou non, ils sont à 32%. Et vous avez beau, à la fois Macron et vous, taper sur eux, ça ne sert strictement à rien, parce qu'ils sont convaincus, ceux qui votent le RN, ils sont convaincus que c'est du blablabla. Tout ce qui a été fait pendant des années, c'est du blablabla. Et je vais vous dire une chose. Lorsque Mitterrand a mis le pied à l'étrier du Front National, il était très malin. Bon, il a bouffé les communistes, mais aussi il a bouffé le parti de la droite progressivement, parce que Le Pen, il y a quand même 30 ans, 40 ans, c'était 10-15%, maintenant, c'est plus les mêmes, hein, ils sont à 32%, c'est plus les mêmes. Mais la droite a été phagocytée parce que dès qu'ils évoquaient les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, les problèmes d'islamisme, on avait peur. On se faisait accuser d'être des fachos, d'être islamophobes, et je le vois bien. Quelquefois, moi qui parle dans ma famille où j'ai des jeunes, je suis plutôt une famille bourgeoise et conservatrice, mais les jeunes à l'heure actuelle, si jamais vous leur parlez de ça, la plupart vont vous dire « Mais papy, t'es un affreux facho, papy, tu lis le Figaro, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc là, on a un problème. Cependant, je crois que depuis quelque temps, aussi bien les uns que les autres, le déni n'existe plus. Par contre, pour trouver des solutions, c'est autre chose. On accepte de parler qu'il y a des problèmes de flux migratoires, etc. Donc, pour en revenir au régalien, je pense que si le général de Gaulle était là aujourd'hui, il sauterait comme dans son fauteuil, comme il avait sauté l'Europe. Je pense que notre régalien fout le camp. Franchement, je vous le dis, franchement, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a évoqué par exemple Frontex, il est regrettable que l'ancien directeur de Frontex, qui était foutu dehors parce qu'il était un peu dur, soit allé au Rassemblement National et pas chez nous. Ah, ça, c'est un fait, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien, enfin c'est comme ça. Donc, j'en perds le fil de ma pensée avec l'émotion. Oui, la souveraineté nationale de la France, si De Gaulle venait, il ne serait pas très content. Parce que quand on voit, par exemple, je prends un seul exemple, les cours européens du droit de l'homme, les cours européens de la justice, et après je m'arrête, et la cour de la justice, immédiatement, prenons l'exemple des OQTF. Ah oui, ils veulent quitter le territoire. Oui, mais il y a la Cour européenne de justice qui dit ça. Oui, il y a d'autres cours, et il y a toujours des droits supranationaux qui s'opposent à notre droit national. Qu'est-ce qu'on peut faire penser? Et est-ce que ça va enfin changer et que ce ne soit pas du blablabla, mais des faits? Et j'en termine là. Quand on gère quelque chose, une affaire, quand on gère un budget, quand on gère un projet, on dit je vais faire ça pendant 5-10 ans. Et bien tous les ans, on dit voilà ce que j'ai fait, du concret. Par exemple, je prends un seul exemple, quand Macron dit je vais faire 15 000 places de prison en 5 ans, et qu'au bout d'un an, il n'est pas foutu de dire j'en ai fait 100, ou j'ai un problème en famille,
les Français ne feront plus rien. Et puis les gens ne vont plus voter. Il faut être un vieux prudent comme moi pour y croire encore. Voilà, je vais dire sur le cher. Sur le Front National, moi je pense qu'il faut débattre avec eux. Première question, est-ce que quelqu'un dans cette salle pense que la retraite à 60 ans est finançable? Non. Est-ce qu'elle est finançable sans baisser les retraites? Et si c'est pas en baissant les retraites, qui va payer? Toujours les mêmes. Donc il faut débattre des propositions du Front National. Et à partir de là, on va ouvrir les yeux aux gens. Ben, si vous voulez payer plus de cotisations, c'est-à-dire avoir moins de salaire, votez Front. C'est ça le Front National d'aujourd'hui. Sur le reste, je passe la parole à Jean-Pierre. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir... je m'arrêterai parce que je suis quelqu'un de bavard, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est le droit particulier. Mais la gauche n'en parle pas, elle discute avec LFI, elle discute avec ceci, cela, et ils font des accords bidons pour avoir des électeurs. Si vous continuez, et vous continuez à dire le Front National, ils sont infréquentables, ça veut dire qu'il y a 30% des électeurs qui sont infréquentables. Et c'est pas avec un argument comme ceci. Il est bon votre argument, mais c'est pas avec cet argument que vous allez convaincre les gens qui votent pour le Front National. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et la gauche, elle s'embarque d'aucun problème. Elle va prendre un LFI que j'appelle Méchancon, qui est le plus dangereux individu pour la France, le plus dangereux que Barbella. Merci, cher monsieur, et merci de votre passion, ça me fait du bien, vraiment. Merci de votre passion. C'est toutes ces questions, même si c'est un peu long, on va prendre du temps. Ce que je vais vous dire, nous on ne tape pas sur le Rassemblement national, nous ce qui nous intéresse c'est les idées. Ce qu'on voudrait, c'est que les citoyens s'intéressent à ce scrutin. Et comment vous expliquer ce que je ressens? C'est ma 5e campagne européenne. Dans toutes ces campagnes, j'ai ressenti un grand paradoxe chez les citoyens, c'est qu'ils sentent intuitivement qu'ils ont besoin de cet instrument au service des États sur le plan mondial, mais dans le même temps, ils ne s'y intéressent pas suffisamment. Et je vous félicite de ce moment ce matin, de passer du temps à avoir cet échange. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les idées. Et pour résumer, le Rassemblement national, je le répète, pas les 30%. Le socle du parti, il est europhobe. Il veut la disparition de l'Union européenne. Quoi qu'ils en disent dans le cadre du dialogue de dédiabolisation, il y a 2 ans, le Rassemblement national était pour le retour au modèle national. Quel est le chef d'entreprise? Alors aujourd'hui, ils ont dit, moi je ne tape pas, je parle d'idées. Quant à Emmanuel Macron, c'est pas la disparition, c'est la disparition des nations, toujours plus l'Union européenne. Nous, on est comme le général, nous sommes des gaullistes, on est comme le général de Gaulle. On est pour une Union européenne qui est une union d'États au service des États. Au service des États. Le général de Gaulle a toujours considéré qu'il fallait cet instrument au service des États. Et donc je dis simplement, l'autre jour j'étais avec un ami gaulliste, parce que vous avez raison, on a beaucoup de gaullistes qui sont en train de lâcher. Et un gaulliste, il dit j'hésite, et je passe 10 minutes au téléphone avec lui. D'ailleurs, je vais donner à Béatrice un numéro de téléphone, si elle a besoin dans sa campagne que j'ai ouverte, que vous pourrez donner à une personne qui hésite. Pas à quelqu'un qui va voter contre nous, je ne vais pas passer du temps, mais quelqu'un qui hésite pour dialoguer 10 minutes. Parce qu'une fois de gagner, vous pouvez en gagner 2 ou 3 dans la famille, si on a un dialogue. Et cette personne, je passe 10 minutes, elle me dit j'hésite, et à la fin, je lui dis écoute Michel, je te demande, je n'ai pas dit voter des amis, etc. Je lui dis écoute, je te demande simplement de voter avec ton cœur et ta raison. Et le matin où tu vas te lever avant d'aller à l'isoloir, je te demande de te poser une question. Qu'est-ce que le général aurait voté? Et qu'est-ce que le général va penser si tu votes l'Assemblée nationale? Pose-toi cette question. Il m'a dit Jean-Pierre, ça m'a fait du bien de parler, et je vais le rappeler avant, parce que je crois que dans ce scrutin, où nous avons une guerre, où nous avons des enjeux,
entre l'Union européenne, le monde, etc. Je reviens dans mon conclusion. Il faut qu'on parle des idées. Moi, je ne parle pas... mais je suis pas obligé de citer les formations politiques par rapport aux idées que nous combattons. Le général de Gaulle aurait fait pareil. Eh bien, aujourd'hui, on n'est pas contre, etc. On est pour des idées, et nous les défendons en expliquant quels sont les bulletins de vote avec les idées que nous combattons. Mais nous sommes des gaullistes, nous sommes des héritiers du De Gaulle pour être en mesure de dire non quand nous disons non. Et là, nous disons oui à une instance européenne au service des États et non au fédéralisme. Un autre point que je voudrais rajouter, cet appel au vote républicain, dit républicain, le barrage républicain, nous a fait beaucoup de mal. Parce qu'il a donné l'impression à beaucoup de nos électeurs qu'on préférait voter avec la gauche ou l'extrême gauche plutôt qu'avec l'extrême droite. Mais si vous regardez bien sur les positions de notre formation politique, notamment aux dernières élections, nous n'avons jamais donné de consigne de vote au deuxième tour. Alors on peut nous reprocher des positions d'il y a 20 ans en arrière, mais la dernière fois, on a dit on laisse chacun libre. Et pour autant, moi j'ai 2 enfants que j'essaie de convaincre de voter François-Xavier Bellamy. L'une a reçu sa première carte d'électeur, elle a 18 ans, et elle hésite entre Horizon et nous. Bon, je lui dis, mais tu es d'extrême gauche. Et la seconde, l'aînée qui valide, elle ne dit rien. Mais je sens bien au fond que LR, ça ne fait pas rire. Ça manque de clinquant, ça manque de modernité. Et en ce sens, ce que dit Jean-Pierre est très vrai. Il faut remettre de la joie. Les idées auxquelles on croit, on pense qu'elles vont faire le bonheur de notre pays, le bonheur des gens. Quand je dis que les retraites à 60 ans, c'est à nos yeux une hérésie, je le formule mal. Quel est le projet républicain? Le projet républicain, c'est que les travailleurs gagnent mieux en payant moins de cotisations et que les retraités aient des meilleures retraites parce qu'on va équilibrer les comptes. Et comment arriver à ce que les retraités aient des meilleures retraites et que les salariés et tous les actifs aient de meilleurs revenus? C'est en travaillant plus et en mettant fin au gaspillage des deniers publics. Voilà, et moi, ce que je pense, c'est que ce discours un peu churchillien, de dire qu'il faudra réformer ce pays, je le sens pas dans les autres formations, et qu'on est les derniers à le tenir. Et donc c'est pour ça que moi je suis resté au Républicain, parce qu'on y croit encore. La valeur travail, et dire aux gens qu'on ne peut pas abuser d'un système social, qu'un droit est toujours basé sur un devoir. Y a-t-il une autre question? Moi j'en ai une. Cette question peut paraître plus secondaire par rapport à toutes celles que vous venez de poser, mais pour moi l'André, elle est primordiale. On vient de nous interdire, l'Europe vient de nous interdire la chasse aux pantres et aux matrons de l'Alouette. Nous, les chasseurs, les Landais. Nous allons avoir une réaction très vive par rapport à ça. Je voulais savoir si, j'espère que nous aurons le soutien de nos élus pour que l'Europe ne nous empêche pas. Et n'empêche pas ces chasses traditionnelles. C'est la question que je vais poser. Est-ce que tu en penses? Et est-ce que vous nous soutiendrez dans cette demande? On sait facilement non, je ne suis pas capable. Donc, je le dis sincèrement. Notre candidat est un homme de vérité, donc je vous dis la vérité. Ce que je te propose, je me fais un email précis et tu auras une réponse précise. Mais au plan plus général, nous sommes les républicains, les centristes, des partis politiques de territorialité. Regardez les listes telles qu'elles sont composées. La seule liste qui respecte les régions, les territoires, c'est la nôtre. Les seuls partis politiques qui ont défendu les traditions rurales, c'est la nôtre. Les autres, sous pression
des écolos, de ci, de là, bien-être animal, patati, patata, patin, couffin, c'est sans arrêt des problèmes, c'est sans arrêt des combats. Et quels que soient les combats, François-Xavier, il est capable de les mener. Alors, je n'ai pas la réponse technique parce que je ne connais pas le sujet techniquement, mais tu m'écris et je suis certain que la réponse va te satisfaire. Mon cher Jean-Pierre, je te promets une chose, et qu'on pourra à nouveau chasser les alouettes, je t'invite à venir en France. Il y a une question. Debout et à voix forte. L'optimisme qu'on vient de retrouver, on la porte, nous ensemble, avec le représentant Hervé Morin et Charles Bourson. Et il faut retrouver cette joie ensemble et vraiment être sûr qu'on va gagner, et sûr qu'on va apporter, François-Xavier Bellamy, on va lui apporter au moins 10 voix. Merci la maman de Béatrice qui possède ce message d'optimisme qui me touche au cœur et c'est vrai que comme Jacques Chirac nous l'a toujours, qu'est-ce qu'on a pu rire avec Jacques Chirac quand on faisait des campagnes électorales avec ses grandes jambes. Il nous disait non, c'est pas gagné, puis il a lancé, c'est pas perdu. On faisait, mais électeur par électeur, maison par maison, et donc on faisait. C'est pour ça que nous on voudrait dialoguer avec chacune et chacun de vos amis, de vos familles, de vous-même, si éventuellement, pour justement faire convaincre. Merci de ce message optimiste. Je vois dans la salle plusieurs agriculteurs. On parlait des compétences tout à l'heure. Alors, Marie-Christine a une question. Effectivement, dans les langues, on a des particularités. On a une particularité, c'est qu'on a des départements agricoles avec des produits de qualité, de très grande qualité. L'Europe, je pense, c'est indispensable pour que le marché économique puisse circuler efficacement, aussi bien contre la Chine que contre les États-Unis, les associations qui existent dans le monde. Donc moi, je voudrais savoir quelles vont être les grandes lignes en fait, défendues au niveau agricole par M. Bellamy dans les années à venir. Merci beaucoup pour cette question. Nous pensons que le continent européen est remarquablement placé sur la planète pour faire de la croissance animale et végétale. Ne pas avoir de politique agricole commune, ce ne serait pas une erreur, ce serait une faute. Et tous les continents du monde, il s'agit des États-Unis, de la Chine, tous les continents qui arrivent à se structurer, ont une politique agricole, ne serait-ce que pour le besoin élémentaire de souveraineté alimentaire. Donc nous sommes favorables à une politique agricole commune. Nous nous sommes opposés à cette idée de décroissance agricole portée par Pascal Canfin. Nous sommes favorables au traité de commerce avec des concurrences équitables. Donc nous sommes défavorables à cette espèce de pression d'une écologie punitive. Bien sûr qu'il y a l'objectif climat, mais nous voulons quelque chose d'équilibré. Donc nous pensons, alors bien sûr il y a l'agriculture, la croissance animale et végétale, vous avez aussi la forêt. Nous dans le Massif central, je suis corrézien, c'est les mêmes problématiques. Il faut examiner tous ces sujets, mais nous souhaitons quelque chose d'équilibré. Nous ne souhaitons pas... L'agriculture est un problème mondial, donc il faut que nous ayons des réponses européennes. Par exemple, vous parliez des produits de qualité, c'est dans les traités de commerce et dans les influences et la crédibilité mondiale que vous défendez les identifications géographiques protégées. C'est voilà des sujets où il faut des volontés pour imposer, c'est peut-être... mais nous ne souhaitons pas les évolutions telles que Renaissance a pu les proposer avec Pascal Canfin sur des liens avec les écologistes entre le climat, la forêt, l'agriculture. Donc nous sommes vraiment pour défendre et Céline Lemar connaît ces sujets par cœur, qui est une candidate, qui est une révélation de cette campagne, a des réponses sur
précises sur tous ces sujets. Si vous avez vos syndicats des questions précises, vous aurez là aussi des réponses précises. Deux questions complémentaires sur l'agriculture, parce qu'effectivement, c'est l'activité. J'ai l'impression que dans la culture gaulliste qui est la nôtre, il y avait cet enthousiasme et cette appétence pour l'idée d'une préférence communautaire. Une Europe qui nous protège pour qu'on ait une agriculture qui se modernise. Est-ce que c'est toujours une idée possible aujourd'hui? On parle toujours de taxe carbone à la frontière de l'Europe, on en est où exactement là-dessus? Et derrière, la deuxième question qui est la mienne, on a eu ces derniers mois une crise agricole majeure, où les agriculteurs sont descendus de la rue, parce qu'en gros, qu'ils fassent de l'agriculture conventionnelle, sous signe officiel de qualité, qu'ils fassent de l'élevage ou de la polyculture ou de céréales, qu'ils soient en circuit court ou en circuit long, tout le monde travaille beaucoup et se paye très peu. On se paye pas. On se paye des fois. Pas du tout, très peu. Donc je tiens aussi à valoriser le métier. Mais et cette réalité-là, elle n'est que française. Les solutions, c'est la France ou c'est l'Europe? Le problème de l'agriculture, c'est le gouvernement français. Les normes, les surtranspositions de normes, les agriculteurs, ils en peuvent plus. Et ça ne date pas de Macron, ça date de Hollande. Bon, je rappelle quand même que ce n'est pas la période 2017 à aujourd'hui, il faut remonter à 2012. Hein. Toute cette période où, sous l'influence des écologistes, les gouvernements successifs, y compris celui de M. Macron, a surnormé des grandes orientations qui sont fixées par l'Union européenne. Historiquement, c'est Jacques Chirac qui avait installé ça. L'OMC, dans les années 2000, avait prévu la libéralisation du marché, y compris dans l'agriculture. Et donc avait interdit les subventions à l'agriculture. Donc il avait été négocié qu'en contrepartie de cette libéralisation, l'agriculture toucherait un ensemble de subventions sur une durée limitée de 5 ans, qui a été prolongée à 10 ans. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte. On est dans un contexte où l'ensemble des régions du monde subventionnent l'agriculture, et donc nous, on a le devoir de faire de manière identique. Si ça ne marche pas en France, c'est à cause de la France. La loi Egalim, on ne sait même plus à combien on en est. 1, 2, 3, 4, la 2 n'est même pas appliquée, on en est déjà à la 4. On devait... nous, sur Massif Central, on est sur des régions d'élevage. L'autre jour, je discutais avec le président du syndicat agricole, le SEA, et il disait, le problème quand on fait nos ventes, normalement la loi oblige à inclure la rémunération de l'agriculteur sous forme de 2 SMIC, mais les acheteurs, les industriels, ils achètent au cours du marché, au cours du cadran. Et quand ils achètent au cours du cadran, même si la loi les oblige à payer dans le cadre d'une composante des prix revient, ils ne le font pas. Ils demandent au préfet de faire des contrôles d'État, ils ne les font pas. Et donc aujourd'hui, la profession agricole se sent seule dans une logique de marché où, hélas, la variable d'ajustement, c'est la rémunération. La rémunération de l'agriculteur qui compose 0 dans le produit. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un produit? C'est le commercial, c'est les marques, c'est les recherches scientifiques, c'est la fabrication, la rémunération d'un départ, ça compte pour rien. Et donc il faut imposer l'effort public dans une économie qui est une économie semi-administrée. L'agriculture, ce sont des entrepreneurs, on comprend bien. Mais dans une économie qui est semi-administrée, à partir du moment où vous avez des industriels qui sont en abus de position dominante, c'est à la sphère publique nationale à imposer des éléments coercitifs pour prendre en considération des éléments de prix de biens qui rémunèrent la source. D'ailleurs, quand on parle avec nos amis industriels, je leur dis, mais vous-même la distribution, vous êtes complètement fous, parce que le jour où vous aurez arrêté la source, ben vous n'aurez plus de produits. Et donc ça coûtera beaucoup plus cher. Dans des régions où vous n'aurez plus de politique agricole commune, ça coûtera bien plus cher en impôts d'entretenir les paysages que d'avoir de l'élevage ou de la croissance végétale. Donc là, on est sur des choses qui relèvent des gouvernements nationaux.
des gouvernements nationaux. L'Union européenne, elle est là pour consolider son territoire, pour créer un territoire qui soit crédible et significatif sur la planète. Après, il y a les applicatifs nationaux, et en France, depuis François Hollande, avec sous pression des écolos, c'est une calamité. Y a-t-il d'autres questions? Je suis désolé, mais Non, monsieur, Jean-Paul, il y en a deux derrière. Oui. Moi, c'est juste par rapport au réquisitoire du procureur de la Cour pénale internationale. Je veux juste, les candidats sont souvent invités à donner leur opinion. J'ai entendu Nadine Morano et ça m'avait un peu gênée. Alors, Voilà. on n'a pas bien compris. C'est par rapport à la Cour pénale internationale, par rapport au conflit, à ce qui se passe sur le territoire palestinien, suite à l'attaque du 7 octobre. Et donc on demande tous évidemment la libération des otages. Et de notre côté, on s'inquiète de ce qui se passe pour les Gazaouis. Et donc voilà. Merci. La question simple, c'est pourquoi. En gros, la question, c'est par rapport au Hamas, au conflit Israël et aux otages qui sont retenus en Palestine. Quelle est notre position? Le problème dans ces situations-là, et j'imagine qu'il y aura une question sur la guerre en Ukraine, le problème dans ces situations, c'est que personne ne parle de paix. L'Union européenne crie Nobel de la paix 2012. Vous comprenez qu'à partir du moment où les gouvernements nationaux, la Palestine est dirigée par un gouvernement fantoche, corrompu, avec une milice armée terroriste qui prend le pouvoir, c'est extrêmement difficile. Et les Américains qui arrivent là-dedans, ce que je regrette, à la fois chez M. Macron et dans nombre de dirigeants, c'est que personne ne parle de paix pour savoir quel est le chemin de paix. Notre position à nous, elle est très simple. Il faut que dans cette région du monde, on trouve les conditions de la paix. La condition de la paix ne n'ira jamais tant qu'il n'y aura pas la reconnaissance des deux États. Il faut les reconnaissance des deux États. Et ensuite, il faudra qu'on regarde le statut de Jérusalem. Jérusalem, c'est le concentré des trois religions révélées de l'Ancien Dieu, de l'Ancien Testament. Dans l'ordre de révélation par l'archange Gabriel, les Juifs, les chrétiens, les musulmans. Et donc, il faut qu'on trouve un statut international. Jérusalem, on ne prend pas le partager en trois. Donc, il faut la solution à deux États, une réflexion sur un statut international de Jérusalem, et sur une période assez longue, trouver des modalités de paix. Mais qui veut la paix? Et nous, quelle est la personne qui propose, quel est le gouvernement, quel est le chef d'État qui propose un chemin de paix? Nous sommes pour, évidemment, c'est odieux ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait une réponse proportionnelle, mais derrière, il faut des solutions. Donc notre position, c'est d'avoir une réflexion politique sur un chemin de paix, et bien sûr, en même temps, il faut qu'on ait nos armées pour se défendre quoi qu'il arrive, on peut avoir la paix, mais quand il arrive. Oui, juste à côté. Oui. Je voudrais revenir sur deux sujets que vous avez traités et vous poser deux questions. La première, c'est que vous avez parlé de la gouvernance européenne. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas ou peu. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'on continue à la majorité absolue sans veto à 27? Ou est-ce qu'on est... je veux dire, il n'y a pas un projet associatif, économique, politique qui marche quand il faut avoir une unanimité à 27. Donc est-ce qu'on continue dans ce sens-là? Et quel est notre, où est-ce qu'on change et on va à une majorité qualifiée? Et donc dans ces cas-là, je voudrais connaître votre position. Et le deuxième point, vous avez touché au fait qu'effectivement on a la guerre aux portes de l'Europe. On doit passer en économie de guerre. Donc l'économie de guerre, c'est pas uniquement vente d'assaut, c'est pas uniquement 2% du PIB. Aujourd'hui, on a une dette qui est à 110% du PIB, on a des créanciers qui menacent éventuellement de plus nous financer. Donc 110% du PIB avec l'État qui représente 56% du PIB, plus de 30% de dépenses sociales. Si on veut passer en économie de guerre, il faut taper dans le social, parce que sur 1 euro sur 3, vous n'allez pas faire des petits ajustements, il faut aller taper dans le dur. Donc on commence par où? Au niveau européen.
et au niveau français. 30% de dépenses sociales, c'est voilà, comment on finance, comment on fait. Merci pour cette question. Sur la gouvernance, d'abord, tout n'est pas la majorité absolue. Ouais, enfin, les sujets importants. Oui, oui. Vous avez raison, d'autant plus qu'il y a un traité, il y a un rapport de la Commission européenne qui a demandé au Parlement quel était son avis là-dessus, et les votes sont extrêmement significatifs sur l'idée de passer à la majorité qualifiée un ensemble de sujets qui aujourd'hui sont à la majorité absolue. Nous sommes opposés à aller à des sujets de majorité qualifiée sur des sujets qui aujourd'hui sont à la majorité absolue. À la majorité absolue, vous avez deux sujets, c'est la fiscalité, les impôts et les sujets de défense. Ensuite, il y a beaucoup de sujets qui sont de la compétence de l'Union européenne qui se traitent avec des majorités plus ou moins qualifiées, avec des droits de certains États qui peuvent faire des oppositions à des textes. Mais globalement, contrairement au parti de M. Macron qui souhaite aller vers davantage d'Europe, davantage de fédéralisme, qui souhaite abandonner cette espèce de droit de veto des États, nous pensons que sur des sujets comme la fiscalité ou la défense, il faut que la France conserve son droit de veto. Je voudrais dire que sur cette histoire de majorité absolue, quand on regarde l'histoire de l'Union européenne, on peut quand même faire des choses dans l'état actuel de fonctionnement de la gouvernance. C'est-à-dire que même si la gouvernance oblige de prendre en considération les avis des États lorsqu'il y a une majorité absolue, vous débouchez sur un compromis et ça ne va pas empêcher d'acheter des vaccins en commun, ça ne va pas empêcher d'avoir un ensemble de résultats comme Galileo, qui est la géolocalisation, ce que nous souhaitons. Nous souhaitons une Union européenne avec des résultats concrets. Donc nous ne souhaitons pas une évolution de compétences et d'abandon de vote et de souveraineté des États et notamment de la France. Et on pense que bien utilisé, le texte actuel suffit pour avoir une Union européenne au service des États. Sur l'économie de guerre, d'abord, il nous semble que le chef de l'État français ne parle pas assez de paix. Et que bien sûr qu'il faut en même temps préparer l'économie de guerre, mais je trouve que dans ce dossier, on ne parle pas suffisamment de paix et que pour éviter l'économie de guerre, même s'il faut s'y préparer, il faudrait en même temps essayer de trouver une solution. Donc je répète, si M. Trump est élu, on va se retrouver en première ligne dans ce dossier. Pour l'instant, l'Assemblée nationale a approuvé l'accord entre Zelensky et Macron. Ça nous coûte 3,5 milliards par an. Combien ça va nous coûter si les Américains lâchent? Dans cette affaire, on va se ruiner. Alors bien sûr, le peuple ukrainien est en première ligne, mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à des formes de chemin de paix? Et je suis surpris, je vous le dis à titre personnel, que dans cette affaire, on ne montre pas la vie des gens. C'est-à-dire des territoires qui sont contestés. Alors c'est pas facile de faire des référendums, mais sur une période de 20-25 ans, on pourrait quand même organiser, je dirais, une démarche pour dire au fond qu'est-ce que veulent ces personnes. C'est ce qu'on a fait avec la décolonisation, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que l'Écosse a fait quand ils ont voulu sortir du Royaume-Uni. Bon, les référendums ont échoué. Mais faire des changements de souveraineté dans la paix et par la démocratie, c'est des choses qu'on sait faire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je me souviens d'un entretien en avril 2022. On est 2 mois, en mars ou avril 2022, on est 2 mois après le début de la guerre, entre Poutine et Macron. Macron dit à Poutine, alors il y a eu très peu d'entrefilets de presse, mais il y en a eu, et alors toujours le même mot avec les mêmes virgules sur le compte-rendu de cet entretien. Macron dit à Poutine, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Et Poutine lui répond, je veux 3 choses. Je veux la neutralité d'Ukraine, je veux la dénazification d'Ukraine, et je veux le Donbass et la Crimée. Et Macron, au lieu de lui dire, c'est déjà des propositions, on va faire une conférence mondiale de la paix,
et non pas le dialogue de Normandie grotesque. On va faire une conférence mondiale de la paix sous l'égide des Nations Unies, présidée par 2-3 prix Nobel de la paix. On va mettre 200 ou 300 fonctionnaires pour faire des propositions. Il dit c'est inacceptable pour les Ukrainiens. Il était à l'époque président du Conseil des ministres de l'Union européenne, c'était le premier semestre 2022. Moi, je me suis dit, j'ai d'ailleurs publié un truc sur la page Facebook, je dis, enfin, c'est bizarre, à quel titre il s'exprime au nom des Ukrainiens? Si quelqu'un doit s'exprimer, c'est le peuple ukrainien ou ses dirigeants, c'est pas lui. À quel titre il s'exprime? Si on prend les trois sujets, la neutralité de l'Ukraine, Zelensky lui-même avait dit, j'y suis favorable, mais qui garantit les frontières? Si sous l'égide d'une conférence mondiale de la paix, vous avez une demi-douzaine de puissances nucléaires qui signent un traité de paix, je pense qu'on va quand même garantir des frontières. On n'est plus à l'époque des Sudètes, avec un accord sur un bout de papier avec Hitler. Donc on est quand même sur des choses où on peut imaginer un processus. Sur la dénazification, des groupes nazis en Europe centrale, il y en a partout. Il y en a partout. Il suffit de mettre 400 ou 500 millions d'euros sur une période d'une demi-douzaine d'années. C'est un problème de police, c'est pas un problème de guerre. Vous pouvez démanteler des groupes nazis avec les compétences de police d'aujourd'hui. Sur le Donbass et la Crimée, je répète ce que je suis très surpris. Pourquoi, sur une période d'une vingtaine d'années, on n'engage pas, à partir d'un cessez-le-feu, la possibilité pour les habitants de refaire un cadastre, de refaire les habitants, de refaire des listes électorales, ce qu'on est en train de faire en Nouvelle-Calédonie, de refaire un peu les choses et de demander l'avis des gens. Et lorsque vous avez une frontière, comme ça s'est passé au Vietnam du Nord et au Vietnam du Sud, il y a une frontière, on a dit aux gens, vous avez 9 mois pour choisir. Et bien là, on fait une frontière. Si la maison est du côté russe, du côté ukrainien, vous n'êtes pas du bon camp, vous voulez des trucs, bon, ben on va vous exproprier votre maison, vous n'êtes pas content, mais vous faites un appel à un juge, on met de l'argent. Au Vietnam, ils n'ont pas payé, donc vous choisissez. Et là, on peut payer, indemniser. Bref, avec de l'argent, de la démocratie, un peu d'humanité, on peut trouver des solutions de demander l'avis des gens. Regardez la Crimée, personne n'en parle. Est-ce que nous faisons un référendum? Est-ce qu'il va y avoir un seul Français qui est d'accord que nos soldats aillent mourir pour que la Crimée redevienne ukrainienne? Non, mais je pose une question simple. Alors, on est en train d'avoir un conflit armé qui va nous coûter une fortune, alors qu'on pourrait avoir à réfléchir à un chemin de paix. Ce qu'on a fait avec Mayotte, est-ce que c'est pas à peu près ce que Poutine a fait avec la Crimée? Mayotte est une île d'un archipel, d'un ensemble commun composé de quatre archipels. Mayotte a toujours voulu être française. En 1871, un sultan a vendu cet archipel. Bon, très bien. Il y a eu un processus. On a fait un référendum à Mayotte. Peut-être qu'on aurait pu faire un référendum sur l'ensemble du périmètre de la République, pour savoir quand on change un périmètre d'une République, le référendum, il a été que sur Mayotte. Mayotte est revenu à la France. La différence entre la Crimée et Mayotte, c'est que Poutine a envoyé des milices et des soldats non identifiés pour pousser au référendum qui est illégal. Mais au final, ce qui s'est passé en Crimée, il y a eu une appropriation, et nous on s'est approprié. La différence, c'est qu'il y a deux référendums. Notre référendum est légal, il respecte les normes internationales de la démocratie. Celui de Poutine ne respecte pas. Mais la logique est la même, on demande l'avis des gens. Et donc moi je suis surpris dans cette affaire de ce qui est en train de se passer entre les Américains qui poussent, les Européens qui peut-être vont nous lâcher, le continent qui est en train de se ruiner, les Chinois qui disent rien. Et vous savez, regardez aux Nations Unies les votes. Alors, je ne parle pas d'un dossier où je ne suis pas pro-Poutine, hein, Poutine est un criminel de guerre, c'est tout ce qu'on dit. Je dis simplement qu'on fait passer d'efforts pour regarder comment on va régler le problème. Et faisons attention, nous les Occidentaux, ce qui est en train de se passer. Faisons attention parce que regardez les votes aux Nations Unies. Il n'y a pas de vote pour la Russie, il y en a 2 ou 3. Mais il y a 40% de la population mondiale qui s'abstient. Ce qui veut dire qu'il est en train de se passer au niveau mondial une espèce de front anti-occidental entendu Europe et États-Unis, qui est en train de se créer. J'ai eu la chance d'être vice-président de l'Assemblée Eurolat. J'allais beaucoup en Amérique du Sud. Eurolat, c'est une assemblée parlementaire, Amérique latine, Union européenne. C'est une assemblée qui est noyautée par les Espagnols et les Portugais. Moi, je parle un peu castillan, grâce à... je vais souvent en Catalogne. À l'époque, le castillan était obligatoire. Et ma compagne est portugaise. Donc, j'ai beaucoup de copains chez les Espagnols et les Portugais. J'étais français, donc j'écoutais. Quand on me met l'apéro avec les parlementaires, avec les ministres qui étaient invités, etc., ils n'ont pas oublié le massacre des populations au XVe siècle, ce qui s'est passé avec les Espagnols et les Portugais.
Et aux États-Unis, ils ont oublié, parce qu'il n'y a plus d'Indiens quand on a massacré pour occuper ce territoire. Et donc aujourd'hui, il y a un ensemble de choses qui reviennent sur l'Occident, dont nous, les Occidentaux, on doit absolument se méfier. J'ai un frère qui habite aux États-Unis. Il me dit, les Américains, il n'y a pas de problème, ils vont toujours gagner, etc. Moi, pour moi, les Américains, ma position est définitive. Ils sont très forts en économie, ils sont nuls en politique. Chaque fois qu'ils sont intervenus quelque part, ça a été un problème. Et vous savez, il faut être très reconnaissant aux Américains. Ils nous ont défendus, ils sont venus mourir pour nous, mais ils sont venus qu'après l'attaque de Pearl Harbor. Quand ils ont vu que les Japonais il y avait des dictatures partout, au Japon, en Allemagne, Salazar au Portugal, Mussolini, et là ils ont dit il faut siffler la fin de la récréation. Et une fois que le continent européen a été détruit, on parle de crimes de guerre, enfin, quand vous allez en Normandie, il y a pas de détails sur les civils. Bon, tout ça, ça a été quelque chose. Mais aujourd'hui, avec toute l'expérience, toutes nos souffrances, tout ce que nous avons eu, qu'on soit pas capable, par la paix et la démocratie, de régler des micro-situations dans le monde, nous, la guerre en Ukraine et la Russie, si vous parlez à des chefs d'entreprise qui sont à Dubaï, qui sont en Inde, etc., mais ils en sont indifférents. Ils en sont indifférents. Pour eux, ce n'est pas leur problème. C'est un micro, mais nous, ça va nous ruiner. Le peuple ukrainien va être exterminé. Ça va nous ruiner si nous ne faisons pas un accord de paix. Ou alors, comme dit Sarkozy, il faut aller chercher les Poutine à Moscou. Et donc, c'est la guerre nucléaire mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on n'est pas comme certains qui disent, nous, alors, évidemment, nous, on pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts. Bien sûr qu'il faut s'armer, on ne fait pas de paix sans la guerre, sans être capable de faire la guerre. Mais dans le même temps, nous pensons qu'on ne fait pas assez d'efforts pour regarder et trouver des solutions qui soient celles que nous avons pu trouver, nous, dans l'Union européenne. Nous sommes le continent où il y a eu le plus de guerres civiles, de guerres religieuses, de guerres économiques, de guerres monétaires. Et on se rassemble sur ces sujets historiques qu'on est en train d'oublier. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Donc, nous, notre position, elle est de rechercher des chemins de paix et en même temps, effectivement, de se préparer à l'économie guerre. J'essaye de respecter un certain timing, mais en même temps, je ne voudrais pas empêcher s'il y a une dernière question. Bien, avant de recéder la parole à notre ami Jean-Pierre Audy, je voudrais, pour qu'il puisse conclure cette réunion, je voudrais céder la parole à Béatrice Prieur, qui est présente sur la liste LR aux européennes, au nom et Nouveau Centre, et nos alliés du Nouveau Centre, donc qui ont leurs représentants. Je voulais céder la parole pour qu'ils puissent exprimer. Merci Marc. J'avais envie de te dire, la première question, c'est comme base, pourquoi es-tu candidate? Alors merci, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués. D'abord je voudrais saluer Béatrice qui nous reçoit et qui avait fait acte de candidature sur la liste, et Hicham qui a fait acte de candidature et qui est élu à Mont-de-Marsan, qui est un vrai pro-européen convaincu avec qui j'ai milité depuis de nombreuses années. En fait, j'ai été appelée pour rejoindre cette liste, et comme vient de l'exposer brillamment Jean-Pierre Audy, par son expérience d'élu en national mais aussi européen, nous sommes en temps de guerre, et donc la militante que je suis, quand on m'a appelée, a dit oui pour rejoindre cette liste de la droite et du centre, menée par François-Xavier Bellamy. Donc cette liste, vous êtes appelé à élire des représentants du PPE, c'est-à-dire le Parti populaire européen, qui au sein de l'Europe est le plus grand parti avec la majorité des députés, et donc vous allez participer à faire cette majorité au sein de l'Union européenne, et donc chaque voix va compter et chaque voix est importante. Donc le PPE, c'est le plus ancien parti européen, et il est dans notre ligne de cette droite et du centre. Il faut bien expliquer aux personnes que vous allez rencontrer
ça va servir un petit peu à rien de voter soit Reconquête ou Marion ou Marine, mais que votre voix va apporter, va aider à la construction de l'Europe et à faire cette majorité de la droite et du centre au sein du Parlement. On a besoin de l'Europe parce que l'Europe d'abord c'est la paix et on a besoin, même si on a l'impression qu'elle est loin, on a besoin de cette Europe pour construire l'avenir et pour construire des projets forts, une Europe forte. Et le deuxième point de mon engagement, c'est que j'ai été un petit peu appelée parce que j'ai cette expérience agricole. En début d'année, on a eu l'expression d'un malaise paysan. Et cette expression, ça s'est exprimé parce qu'on est à bout en tant que les questions agricoles, il y a des problèmes un petit peu dans tous les sens. Et on a besoin d'Europe au niveau de l'agriculture, notamment au niveau de la politique agricole commune, qui est le plus gros budget aujourd'hui de l'Europe. Donc voilà, cet engagement, en étant pro-européenne, bien sûr, convaincue, je suis très heureuse d'être avec Jean-Pierre Audy sur cette liste. Je vous avais rencontré avec Alain Lamassoure à Bruxelles et Strasbourg en 2010. Et donc, voilà. Merci d'avoir salué les actes de candidature, en effet, de Béatrice Abaladejo et de Hicham Eliska, qui eux aussi s'étaient portés volontaires, s'il le fallait sur cette liste. Merci. Bien, je vais demander à Jean-Pierre s'il veut bien conclure cette réunion. Je te remercie encore une fois d'avoir été présent avec nous. Merci Président. À mon tour, je voudrais que Béatrice me pardonne de ne pas l'avoir salué et la remercier de son accueil. Comme disait Raffarin, la route est droite, la pente est raide. Chaque fois qu'il y a un problème mondial, nous devons, nous Européens, nous rassembler pour être crédibles et apporter une réponse européenne. Il y a beaucoup de sujets de notre quotidien qui sont des sujets mondiaux. L'agriculture, l'eau, la sécurité, la recherche scientifique, l'industrie. Tous ces sujets, il nous faut un instrument au service des États pour être crédibles dans le monde. Dans le monde, d'abord la démographie. Quand Jésus-Christ est né, 200 millions d'habitants. Le premier milliard en 1800, il fallait 130 ans pour avoir 1 milliard d'habitants supplémentaires. Nous sommes 7 milliards et demi, il faut 12 ans pour avoir 1 milliard d'habitants supplémentaires. Nous sommes 450 millions et la population ne va pas bouger. Ayez bien ces données en tête. Deuxièmement, les dépenses sociales. L'Union européenne représente 40% des dépenses sociales et publiques du monde, avec 6% de la population mondiale et 18% du PIB. Ayez bien en tête également ce deuxième chiffre. La puissance des États. Dans les 10 premiers États les plus puissants du monde, il y a 3 Européens. Allemagne, France, Italie. Tous les 10 ans, il y en a un qui sort du tableau. En 2050, il y en a 0. Ce scrutin est très particulier. Moi, c'est ma 5e campagne européenne. Ce scrutin est très particulier. Les primo-votants n'étaient pas nés en 2005. Souvenez-vous, en 2005, c'est l'année où j'ai été élu, l'échec du traité sur la Constitution européenne. C'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique, les partis populistes sont devenus populaires. Troisièmement, faites attention à l'usage du mensonge. Avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la formation des opinions, qui est le cœur de la démocratie, l'opinion collective, exprimée individuellement. Le mensonge dans les affaires publiques est très ancien, mais là il est en train de s'accélérer d'une manière inouïe. Les premiers mensonges, on les connaît. Les catholiques au XVe siècle nous ont expliqué que la Terre était plate, dont le centre était Rome, alors que depuis les Grecs anciens, on savait qu'elle était ronde par son image, avec la lumière du soleil sur la lune. Et moi j'ai beaucoup apprécié
quand le pape Jean-Paul II fait le jubilé du Christ, il demande pardon des erreurs qui ont été commises à cette époque où les relations entre la science et les catholiques au XVe siècle étaient compliquées. Les mensonges, quand Goebbels, le sinistre ministre de la propagande d'Hitler, dit « mentez, mentez », il en restera toujours quelque chose. Et il ajoute « plus c'est gros, plus ça passe ». Récemment, le Brexit. Mon frère qui est aux États-Unis, il est anglais, son père est anglais, c'est le deuxième mari de ma mère quand mon père est mort. Le Brexit, sur 100% d'articles de presse, 80% étaient pour le Brexit. Sur les 80% d'articles, il y en a la moitié qui sont mensongers. Les auteurs de cet article le disent maintenant dans des documentaires que vous pouvez visionner qui sont fiables. Ils le disent, on a menti. Mais le temps que la démocratie organise avec les parlementaires, les commissions d'enquête, etc., le vote est fait. Tous les complotistes, tout ce que vous pouvez circuler, ne regardez que celles et ceux qui vous diront la vérité et votons avec notre raison et notre cœur. Il y a 3 enjeux politiques aujourd'hui. Nous avons la transition du climat qui est devant nous. Nous avons tout le numérique qui va envahir nos vies. Et nous avons la géopolitique qui est probablement l'élément dans lequel l'Union européenne était le moins bien préparée. Dans ce contexte, à la fois pour toutes les raisons techniques, le programme qui est en libre disposition, on doit faire de la politique. Et de la politique au sens noble, c'est-à-dire la gestion du bien commun, tel que nous le faisons dans les communes, dans toutes les collectivités, et qu'on s'interroge individuellement quelles sont les idées qui sont les meilleures pour nous, les Français. Finalement, ce n'est pas l'Union européenne qui est en cause aujourd'hui, c'est la France. C'est la France et les Français. Nous aurons des scrutins ensuite sur lesquels il va falloir que nous nous prononcions. Parce que très souvent, si les choses vont mal, ce n'est pas nécessairement à cause de l'Europe, c'est parce que les gouvernements, parce que les États sont mal gouvernés. Écoutons ceux qui disent « Oh, quand ça marche, c'est grâce à moi, quand ça ne marche pas, c'est la faute à l'Europe ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut regarder les idées, et les idées concrètes. Aujourd'hui, nous vous proposons une liste de candidats, avec une tête de liste qui est travailleur, qui est sincère, qui dit la vérité. Et notre ligne politique, quelle est-elle ? Nous nous sommes opposés à l'évolution fédéraliste que le président Macron veut nous imposer. Davantage d'Europe, des impôts européens, de la dette européenne, l'accélération de nouveaux membres, l'Ukraine membre de l'Union européenne. Non. Nous sommes des gaullistes. Non. Nous sommes opposés à cette évolution fédéraliste. Dans le même temps, nous sommes patriotes et européens parce que pour l'intérêt de la France et de son peuple, il nous faut cet instrument au service des États. Et d'autres formations politiques, oui, je les cite, le Rassemblement national, ils sont europhobes. Il y a 2 ans, ils disaient, on est pour le Frexit, pour les retours au national. Ils ont changé d'avis, tant mieux. Est-ce qu'ils disent la vérité? Et qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, regardez les votes qui sont passés, les gens qui travaillent. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de raisonnable qui cherche l'intérêt de la France et des Français dans les convictions politiques qui sont celles des républicains et des centristes. C'est la liste et les idées qui vous sont proposées. Mes amis, je voudrais vous dire qu'il y a 2 choses que nous n'allons pas changer, que vous ne changerez pas. La première, c'est l'histoire. L'histoire avec nos tragédies, mais aussi nos grandes réussites. Notre histoire douloureuse, mais aussi la grandeur de la France. Ça, on ne le changera pas. Il y a une deuxième chose qu'on ne changera pas. C'est la géographie. L'Allemagne est à côté de la France, nous sommes à côté de la Russie. Ça, on ne le changera pas. Il y a une chose que vous pouvez changer. C'est l'avenir. Et ça, l'avenir, dans tous les scrutins, les maires, les adjoints ici, ils le savent. Vous pouvez très bien avoir un bon bilan, des bonnes idées, un bon candidat. Gagner une élection sans voter, personne ne sait faire. Alors mes amis, le 9 juin, en vous levant, avant d'aller à l'isoloir,
pensez à François-Xavier Bellamy. Je vous remercie. Merci infiniment. Je vous conduis tous au verre de l'amitié. Excusez-moi, on va dire un dernier mot, je vous prie. Un dernier mot. C'est pour féliciter François-Xavier Bellamy, qui à la télévision, l'autre jour, a protesté parce qu'il y avait un dialogue entre les deux, que vous savez, que lui n'était pas, il avait le panache de dire que Luisman aurait dû y être. Il s'est fait mal voir par Caroline Roux, qui n'a pas été très sympa avec lui. Et je trouve que les médias, vous avez évoqué l'information, elle est détenue par un certain nombre de personnes et ne permet pas, par exemple, faut LR de s'exprimer. Et j'en termine par ceci, excusez-moi de vous accueillir. Madame, en 2023, Madame Delphine Ernotte, présidente, excusez-moi une seconde, c'est pas ce que je maîtrise. Madame Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, avait commencé ainsi son discours. Je vous laisse y réfléchir. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Vous voyez l'information qui est donnée. Oui, ça laisse un désir faire, ça pense. Moi personnellement, ça m'a révolté. Vous avez raison. Et moi, je voudrais insister aussi sur un événement. Lorsque M. Bellamy s'est présenté à Sciences Po, où il a montré un politique d'un grand courage, et à ceux qui pouvaient penser dans le passé qu'il était simplement un homme de droite, qui était déjà député européen, mais qui n'avait peut-être pas, qu'il a montré qu'il avait aussi une droite, et une vraie droite, capable de répondre, et il a été remarquable dans son intervention à Sciences Po. Merci mes amis, pour le